La palme de la sortie intelligence artificielle de la semaine qui nous bluffe est attribuée à Meta, peut-être, qui annonce MovieGen, de quoi peut-être même ringardiser Sora d'OpenAI. On parle aussi de lunettes connectées, de leurs usages, de leurs dérives, de surveillance algorithmique, d'annonces de Google, notamment en Inde, mais qui vont aussi nous intéresser tout autant que nous sommes. Et puis on va suivre aussi ce qui arrive chez Microsoft. Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes en octobre 2024 et c'est l'épisode 382. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et je retrouve le responsable éditorial de cet épisode, celui qui a constitué la veille et l'organisation des sujets, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Mais ça va très bien. Bon, la semaine dernière, tu nous as hypé de manière incroyable à la fin de l'épisode quand je t'ai demandé où est-ce qu'on allait te retrouver, et tu m'as dit, tu m'as surpris, que c'était dans Elden Ring. Et bon, alors Guillaume, qu'est-ce qui se passe ? Où est-ce que t'en es ? Est-ce que t'as avancé ? Est-ce que comme moi, quand j'avais beaucoup joué à Elden Ring, t'as des courbatures aux avant-bras ? Ou est-ce que non, ça va jusque-là ? Non, écoute, j'ai battu mon Godric, ça y est, là, avec toute l'aide possible disponible. Avec tous les NPC possibles que tu peux invoquer, mais ouais, c'est... Écoute, ils disent que c'est le chétif de la famille, alors du coup, je m'inquiète un petit peu pour la suite quand même. On en parlait juste avant d'enregistrer l'épisode, et je dois dire, moi, à mon sens, qu'une fois qu'on a commencé à battre les premiers boss, on a compris comment ça marchait, et puis il y a la motivation, il y a le plaisir qui est là, donc je sens que tu vas parcourir toute la zone. Tu sais, je suis dans le DLC. Et alors, donc il y a toute une zone un peu standard dans le DLC qui t'amène une espèce de château, j'en dis pas plus, mais t'as un chemin un peu évident à suivre. Et tu as, en gros, les 2/3 de la carte qui sont cachés, et tu sens que c'est du truc optionnel. Et pour accéder à cette partie, il y a un passage complètement abscon qui est complètement planqué, et tu dois faire un mouvement super bizarre avec Torrent. Et en fait, je trouve que ça résumait extrêmement bien Elden Ring. C'est tout un plaisir de déroulement du jeu. Et puis, tu as 2-3 trucs qui débloquent une énorme partie du jeu qui est planquée, qui est pas du tout évidente. Donc, je sais pas, peut-être que ça fait partie de du charme du jeu. Je suis sûr, il faudra peut-être qu'on se refasse un hors-série, peut-être très rapide, mais sur Elden Ring, un supplément à l'avenir. Quand tu auras avancé, parce qu'on aura peut-être des choses à en redire à contre-coup, façon paraculte. Pas non encore, oui, alors, ouais, effectivement, mais bon, alors, comment dire, je suis pas vraiment un expert, là, tu vois. Non, mais on n'a pas besoin d'être expert pour déjà avoir un sentiment assez étoffé. On en parlait en plus par messagerie instantanée. On aurait des choses à dire. On verra. Chaque chose en son temps. En attendant, on a d'autres choses à partager aux auditeurs. Et déjà, on doit dérouler le tapis rouge. Mais alors, Guillaume, j'ai été estomaqué cette semaine. Il pleuvait des notifications de nouveaux soutiens sur Patreon. Le tapis rouge n'est plus assez grand. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, en vrai, je serais assez intéressé d'avoir vos retours. Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé depuis la semaine dernière de passer à l'action et de venir vous abonner ? Parce que, alors vous remplacez pour partie des soutiens qui se désabonnent, ça il y en a toutes les semaines, mais là clairement ça donne de l'avance. Je voudrais citer Lille, Bémoloc, Gauthier Baudet, Ludovic Robert, Silmaël, Gabi, Thierry Lebourg, Schralu, Colline, Algos, et puis il y a aussi des personnes qui ont choisi de mettre à jour leur soutien sur Patreon, ou d'ailleurs il y en a une personne qui a fait un petit don sur PayPal, là sur le petit bouton PayPal en haut de techcafé.fr. C'est pas le plus fréquent, mais ça fait toujours plaisir. Donc je voudrais citer à cette occasion Delta Coche, Jean Desravines, Nice 89, et Max Zedozer, qu'on connaît bien et à qui on fait un clin d'œil particulier. Donc vraiment, merci beaucoup, parce que c'est hyper encourageant quand tout d'un coup, alors il y a des semaines où il n'y a pas de nouveaux soutiens, parfois 1, 2, 3. Et là, il y a plein de personnes qui sont arrivées. Donc soyez les bienvenus, et on est ravis de voir que vous appréciez le podcast. Et puis, pour les personnes qui ne le sauraient pas, Tech Café est évidemment soutenu par ses auditeurs, et vous pouvez débloquer un accès VIP en vous abonnant sur patreon.com/techcafé, et vous avez en échange donc un flux qui vous permet d'écouter le podcast sans la pub. Et puis surtout, vous vous assurez de contribuer au financement d'un podcast qui se veut utile et divertissant, qui vous permet de faire une veille tech de manière qualitative, tout en passant un bon moment, on l'espère. Donc si jamais vous écoutez ce podcast pendant que vous êtes en train de faire votre ménage, pendant que vous faites du sport, pendant que vous êtes dans les transports en commun, pendant que vous faites des tâches à basse valeur ajoutée intellectuelle, et donc vous êtes disponible pour écouter ce qu'on vous dit,
lancez un navigateur sur votre mobile ou sur votre ordinateur, patreon.com/techcafé. Je rappelle aussi que vous pouvez d'une part plafonner vos participations, vous pouvez le suspendre à tout moment, et puis depuis quelques temps, vous pouvez aussi rattacher votre compte Spotify et votre compte Patreon, ce qui vous permet d'accéder au flux privé du podcast encore plus simplement. Il n'y a plus aucune excuse pour en profiter. On a aussi des interactions, on a des avis sur Apple Podcast. En l'occurrence, je voudrais en citer un qui dit « Ça y est, j'ai enfin franchi le pas et je mets ma modeste pierre à l'édifice pour soutenir ce podcast d'utilité publique en 2024. » Ça fait maintenant près de 2 ans que j'écoute chaque épisode hebdomadaire et supplément dont j'attends sans faute fébrilement la sortie. Au-delà des infos toujours précises et complètes, c'est le ton général de l'émission et le traitement de ces infos qui est la véritable valeur ajoutée de ce podcast, selon moi. Je ne peux pas lire l'intégralité de son avis parce qu'il est long, il est hyper complet, mais il précise aussi au passage qu'il est pile dans la moyenne d'âge. Tu sais, j'avais fait un sondage pour en savoir un petit peu plus sur les auditeurs, donc il précise qu'il a 43 ans et qu'il est geek, mais qui ne travaille pas forcément dans la tech. Et il conclut son avis en disant « C'est un podcast toujours informatif, drôle, agréable et qui paraît toujours trop court tant on souhaiterait prolonger ce moment plaisant. Honnêtement, les deux Guillaume, ça me manquerait de ne plus vous entendre. » Eh bien, The Mighty Geek, merci beaucoup pour cet avis qui contribue lui aussi à nous encourager et à valoriser le podcast sur les apps de podcast. J'en profite aussi pour faire une petite promo parmi les soutiens Patreon, puisqu'il y a Delta Coche, que je citais tout à l'heure, qui en fait a une activité qui mérite d'être soulignée. Donc on doit donner son vrai nom. Je me suis assuré que ça ne lui posait pas de soucis, mais vous allez voir pourquoi ça ne lui pose pas de soucis. C'est David Catuyer et qui écrit des livres illustrés de fantasy. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et puis j'aurai l'occasion probablement de me plonger dedans. Et il a deux nouvelles illustrées qui sont sorties, dont Compendium de magie et la Légion Zodiac. Les couvertures sont magnifiques. Je vous mettrai donc le lien dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous êtes vous aussi soutien sur Patreon et que vous avez comme ça des choses que vous voudriez qu'on valorise, n'hésitez pas à me le faire savoir, vous envoyez un petit message et c'est évidemment avec plaisir qu'on pourra partager vos savoir-faire et vos talents avec évidemment grand plaisir. Guillaume, avant qu'on aborde les news, tu as surveillé un petit peu ce qui se passe sur Discord. Je dois le reconnaître un peu à ma place parce qu'encore une fois, comme vous le savez, je suis toujours pas suffisamment disponible pour interagir pleinement avec vous sur le serveur Discord, mais tu as surveillé le débat de la semaine qui avait lieu dans la rubrique réaction, et il était question de tablettes, hein. Ça revenait sur le devant de la scène, c'est ça ? Oui, bon, les tablettes sont-elles surfaites ? C'est un peu le débat qui a animé le Discord cette semaine, hein. Ta prévision, disons, plus ou moins erronée de jadis, ça fait pas mal réagir. Quand tu pensais que les tablettes allaient tout remplacer, en particulier les ordinateurs portables, tout ça, en fait, les tablettes sont toujours là, hein. Elles ont leur public et leur usage. Elles sont complémentaires en fait, et surtout, je trouve que les lignes sont assez floues aujourd'hui entre les portables avec écran tactile, les tablettes avec clavier, les hybrides convertibles, tout ça. Mais pour autant, je pense aussi qu'il y a un souci d'écosystème qui n'est pas unifié, et il y a des raisons pratiques de développement, et je pense que Windows 8 a vraiment montré le problème. Pour moi, c'est vraiment le truc qui a mis en évidence le souci et la dichotomie qu'il y avait entre une ergonomie tablette et une ergonomie PC. C'est pas la même chose, et ça demande 2 fois le boulot, quoi. 2 fois le boulot de design pour chaque appli, tu vois, et que les OS et que les API soient compatibles avec les deux plateformes ou pas en dessous, de toute façon, il faut quand même faire 2 fois le boulot pour que ce soit agréable à utiliser, tu vois. Et donc, du coup, il faut faire 2 interfaces en une. Donc, je sais pas, est-ce qu'on aura convergence un jour ? Je sais pas trop. C'est pas non plus tout à fait le même public, quoi. Et bah, donc, il y a la place pour 2 formats, quoi, tu vois. Mais si un jour, il y a des lunettes de réalité augmentée grand public, hein, comme on disait la dernière fois, il y aura sans doute aussi encore de la place pour un téléphone, tu vois. C'est même un peu ce que tu disais, il me semble. Hein. Un auditeur avait mentionné. Je crois que les lunettes ERA seraient vraiment très utiles pour des cyclistes, par exemple, ceux qui travaillent à vélo, aussi pour les itinéraires, tout ça. Et puis il y a plein d'usages qu'on peut voir pour des lunettes, hein, et puis aussi plein de moments où un téléphone, ce serait plus pratique pour partager des contenus à 2 ou ce genre de trucs, etc. Ou juste pour respecter la vie privée des gens, hein, comme on va le voir dans l'épisode. Effectivement, je pense que ça complète les usages, clairement. Moi, il y a des usages tablettes que je fais, notamment quand je consulte les articles, je fais ma veille pour le podcast. Effectivement, je trouve que de le faire sur un ordi, souvent je le fais, je le reconnais le soir dans mon lit avant de m'endormir. Ce serait pas aussi pratique de le faire sur un ordi portable. Donc c'est un des usages, mais j'imagine que vous en avez plein d'autres. Des usages très pragmatiques des tablettes.
On va laisser les tablettes où elles sont. Peut-être que vous êtes en train d'en avoir une entre les mains là pendant que vous écoutez le podcast. Continuez, écoutez-nous parce que sans autre forme de procès, on va vous parler de ce qui s'est passé durant les précédents jours. Et Guillaume, je dois avouer qu'une fois de plus, on est bluffé. Alors, on est bluffé, surbluffé, bluffé de semaine en semaine par tout ce qui est annoncé. Et là, évidemment, coup de cœur, hein, et en tout cas, on se doit de souligner ce qui a été présenté par Meta. C'est Meta Movie Gen qui enterre encore un petit peu plus ou qui ringardise un petit peu plus Sora, c'est ça? Bah ouais, j'ai même l'impression effectivement que c'est une sorte de Sora killer. Il est très impressionnant par la qualité des productions vidéo qu'il fait, hein, mais aussi par leur cohérence temporelle, tout ça, mais aussi par les contrôles supplémentaires qu'il apporte par rapport à ce que Sora apparemment permet. MovieGen, c'est en fait une collection de modèles qui permet de faire à peu près tout, alors de la génération vidéo à partir de texte, hein, comme d'habitude on va dire. On a des clips quand même en Full HD 1080p qui ont une longueur de 16 secondes au maximum, qui sont vraiment de très bonne qualité, hein, ça se respecte, hein, avec des prompts qui sont plutôt complexes et qui sont voilà, bien respectés. On a aussi l'édition d'une vidéo existante à partir d'instructions simples, hein, comme change le fond d'une vidéo, tu voilà, rajoute des fauteuils de plage et des parasols, ou alors rajoute des cactus, remplace le coureur de la vidéo par un dinosaure, mets une casque MetaQuest sur la tête des gens au cinéma, peint le caniche en bleu, mets-lui un hoodie, voilà, bon, ce genre de truc. Et ça marche vraiment pas mal. On peut dire que tout ça a un potentiel énorme. D'ailleurs, moi, ça me fait penser à un truc j'avais entendu parler d'un truc pour la pub. Des pubs, mais des pubs seamless, c'est-à-dire des pubs intégrées à la demande, ciblées et transparentes. C'était un communiqué de presse Amazon qui parlait d'un truc qu'ils avaient fait avec Triple Lift, je crois, qui voulait insérer du placement de produits de manière dynamique dans les streams TV. Imagine le potentiel avec un générateur vidéo qui pourrait altérer la série sûr. en temps réel, basé sur le profil. Donc tu pourrais demander la génération de la mise en scène de produits de manière transparente, sans même que tu le réalises. Tu regarderais pas exactement la même série que ton voisin, et la tienne contiendrait les produits qui seraient plus désirables pour toi. Ça, c'est un concept assez... Non, mais c'est génial, t'as raison. T'imagines la série dans laquelle le héros, il est dans telle marque de voiture parce que tu kiffes cette voiture ou parce qu'on veut te la mettre en avant sur le plan publicitaire. C'est remarquable, c'est vrai, t'as raison, c'est fou. Et quand on regarde les exemples de Meta Movie Gen, tu te dis effectivement, ouais, techniquement, on s'en approche, effectivement. On pourrait imaginer hein, d'entraîner des adaptateurs IA là, pour certains produits, et puis après de demander la modification, comme ils font dans les démos, hein, tu modifies le casque, enfin tu mets un autre casque, mais tu veux un casque d'une certaine marque, ou tu vois, je sais pas, un anorak d'une certaine marque. Ça pourrait être un concept intéressant, enfin très intéressant, terrifiant comme vous voulez, mais bon voilà, c'est un truc qui est peut-être une sorte de saint graal quoi, de la pub. Mais bon, revenons à MovieGen, il y a encore plus fort, il peut générer des vidéos avec vous dedans d'ailleurs. Fournissez-lui une seule photo de votre tête, hein, ou de qui que ce soit d'ailleurs, et puis voilà, vous serez chimiste, un artiste peintre, un cavalier. La ressemblance est vraiment bluffante, et non seulement c'est de ton visage, mais il bouge, le modèle peut te faire sourire, cligner des yeux, le regard suit naturellement ce qui se passe dans la vidéo, il conserve même ta coupe de cheveux. Ce qui est pas toujours évident d'ailleurs, au passage, pour les solutions qui existent déjà. Et c'est même pas fini, hein, il reste un dernier petit modèle qui est capable de prendre une vidéo muette, en entrée, hein, par exemple les vidéos que vous avez faites avec MovieGen, mais pas uniquement, et puis ça lui donne une bande-son, avec des effets sonores qui vont bien, parfaitement synchronisés, et même avec une musique qui a un style qui colle. Pas de paroles, hein, pas de voix, mais les exemples, celles encore, sont à tomber par terre, hein. La vidéo du skater paraît parfaitement naturelle. Celle avec le serpent, elle se voit dotée d'une musique un petit peu inquiétante, comme ça, voilà. Donc c'est vraiment super impressionnant, et MovieGen, c'est aussi évidemment une usine à deepfake, hein, qui est utilisable par un enfant de 6 ans, et qui sera sans aucun doute accessible à tout le monde sur la plus grosse plateforme de réseaux sociaux du monde d'ici quelques mois. Donc c'est à la fois fabuleux et horrible, comme d'habitude. Je pense qu'il faut un nouveau mot, je sais pas, fabuleux horrible ou horribuleux. Horribuleux, c'est horribuleux. On vous laisse voter pour le mot que vous préférez dans les commentaires sur techcafé.fr. Effectivement, c'est bluffant. Alors attention, ce qu'on voit en tout cas sur la page de présentation de Meta MovieGen, c'est, bon, j'imagine aussi hein, des séquences qui sont sélectionnées. Il y a peut-être un taux de raté qui est impressionnant et dont on n'a pas connaissance. Je m'interrogeais quand même, Guillaume, par rapport à cette durée, parce que là, il est quoi? Il est question de 16 secondes, c'est ça maximum? Oui. De durée de vidéo, si je dis pas de bêtises. Alors pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, on a cette limite? Est-ce que au bout de 16 secondes, ils se sont rendus compte, selon toi, j'imagine qu'on n'a pas la réponse, mais selon toi, est-ce qu'ils se sont rendus compte que ça hallucine trop? Non, c'est pour des raisons de mémoire. En fait, c'est intéressant parce que vous vous dites sans doute que ces modèles seront très sécurisés déjà, qu'ils seront très encadrés, qu'ils produiront que des vidéos inoffensives comme des nounours découpés comme des gâteaux, que ce truc sera pas accessible avant un bon moment au grand public. Et en fait, en réalité, le modèle en question, il est pas si énorme que ça.
Et alors déjà, il faut voir que la génération de vidéos open source chez vous, là, sur votre PC, c'est déjà possible. Vous pouvez, si vous avez 2 Go de RAM vidéo et une bonne carte graphique, hein, générer des clips pas trop mauvais avec un truc qui s'appelle Cog Video X et qui est en version la plus grosse, hein, la 5B, et sans doute un des meilleurs générateurs open source qui est utilisable en local, et c'est le plus accessible. Et oui, je l'ai déjà vu animer du porno génératif à partir d'images porno génératives. Alors je n'ai pas fait moi-même, mais Reddit étant ce qu'il est, où tu vois passer plein de choses. De toute façon, sur ma carte, c'est très très long. Voilà, il me faut 20 minutes, une demi-heure pour, je sais pas, une dizaine de secondes de vidéo en 480p, mais bon, ça marche. Sur une carte milieu de gamme, d'il y a grosso modo 5 ans, donc on peut pas considérer que ce soit vraiment réservé à une élite, quoi. Et donc, c'est assez intéressant, et alors évidemment, c'est très très loin de MovieGen, hein, quand même, bien entendu. Et on pourrait se dire que le modèle qui est derrière toutes ces vidéos de méta, là, est quand même vraiment énorme, ben pas du tout. Et parce que comme c'est méta, et pas OpenAI, on a droit à un rapport technique assez détaillé sur toute la famille MovieGen. Alors le générateur vidéo, en fait, il fait 30 milliards de paramètres. Et c'est relativement peu, 30 milliards de paramètres. Si on compare avec le modèle de langage Llama 3.2 qui est utilisé en ce moment par Meta, hein, dans ses propres produits, il en fait 405 de milliards de paramètres. La version plus petite, qui est déjà costaude, hein, qui est utilisable, voilà, compressée, voilà, par des gens qui ont quand même des PC haut de gamme, mais quand même grand public, il est il est déjà 2 fois plus gros que MovieGen. Donc c'est pas énorme en réalité. Et le générateur audio, celui qui prend une vidéo et qui pond la bande-son, elle fait 13 milliards de paramètres, hein, c'est-à-dire moins de la moitié, donc c'est pas des gros modèles pour les standards actuels. Vu leur capacité, c'est même étonnant. Par contre, attention, avec la génération vidéo, ce qui est difficile, c'est la longueur du contexte. Alors MovieGen, c'est un diffusion transformer, comme Sora, comme Flux aussi, hein, pour les images, comme tout le monde en réalité aujourd'hui. La vidéo est générée par diffusion via un espace latent. Donc là encore, comme le fait Stable Diffusion ou Flux, c'est pareil. L'idée donc, c'est de faire la diffusion, qui est un processus qui est très lourd, en fait, hein, qui consomme beaucoup de mémoire et de temps de calcul. Donc c'est très avantageux de ne pas le faire directement sur les pixels, mais de le faire dans un espace abstrait qui représente les images de manière compressée, de manière très très efficace. Et cette manière compressée, voilà, cet espace-là, on l'appelle espace latent. Donc cette représentation latente, en fait, c'est un gros bloc qui représente lui-même le gros bloc 3D de la vidéo, puisque voilà, la vidéo c'est 2D quoi, pour les images, et puis une troisième dimension pour le temps. Donc on a un bloc, et on en fait un autre bloc en le passant dans l'espace latent, et on divise tout par 8. Donc le bloc, en fait, toutes les dimensions sont divisées par 8. Donc c'est quand même très 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 intéressant, ça économise déjà énormément de calculs. C'est pour ça qu'on fait ça, hein, parce que sinon ce serait ingérable. Mais bon, même comme ça, ce bloc, il est quand même d'autant plus gros que la résolution est grosse, hein, parce que là, la largeur du bloc, quoi, la tranche, si vous voulez, elle est de plus en plus grosse, comme avec les images. Mais comme c'est de la vidéo, plus la vidéo est longue, plus le bloc il est long, et donc le bloc il est gros. Et donc on consomme rapidement beaucoup de mémoire, et comme la diffusion se fait sur le bloc entier, ça demande d'autant plus de calcul. Donc, c'est pas parce que le modèle est petit que ça demande pas quand même beaucoup de mémoire et de calcul. Le modèle, il supporte en fait jusqu'à 256 images, puisque c'est 16 secondes à 16 images par seconde. Et tout ça, c'est représenté par 73 000 tokens, et c'est ça la fenêtre de contexte du Diffusion Transformer, hein, qui est à peu près l'équivalent de ce qu'on a pour les modèles de langage. Et 73 000 tokens, c'est gros, déjà. Ça fait beaucoup de tokens. Et il faut savoir que quand on fait la diffusion, en fait, le modèle, il a plein de têtes d'attention comme ça sur tous ces tokens, et donc sur 73 000 tokens, en réalité, ça consomme beaucoup de mémoire parce que au plus le contexte est long, la quantité de mémoire utilisée, elle monte comme le carré du contexte. C'est pour ça, en fait. C'est parce que le contexte, s'il fait 73 000, en fait, comme ça part au carré, ça consomme énormément de RAM. Donc, le truc, c'est qu'on utilise des méthodes de saucissonnage. Hein. On va saucissonner les blocs, on saucissonne les procédures, et on peut s'en sortir comme ça. Et même Meta, même les auteurs de MovieGen, ont été forcés de décompresser la vidéo de l'espace latent par morceaux, parce que sinon ça fait exploser la mémoire. Donc on retrouve là des trucs qui sont d'ailleurs déjà mis en œuvre pour Cog Video X, hein, sur votre propre PC. Mais du coup, ça me fait dire que d'ici 2 ou 3 ans, si les capacités VRAM et GPU continuent d'augmenter, que ça s'optimise sec, on pourra avoir des modèles de ce calibre sur son PC. C'est pas complètement hors de propos, quoi. Mais bon, la manière d'entraîner MovieGen aussi est très intéressante, parce qu'on a des informations aussi sur l'entraînement. C'est un modèle qui est unifié, et qui produit à la fois des images fixes et des vidéos. Pour lui, c'est pareil, puisqu'une image, c'est juste une vidéo avec une seule frame, quoi, tout simplement. Et c'est très intéressant, parce que le modèle est entraîné en 3 phases. Donc il y a une première phase où ils entraînent uniquement sur des images fixes, en basse résolution, 256 par 256. Donc c'est une phase d'échauffement, si vous voulez. Au début, ça permet juste vraiment au modèle de se faire une idée très très vague sur la structure de base, c'est-à-dire à quoi ça ressemble
un pot de fleurs, une voiture, un visage, etc. C'est très très, c'est très très approximatif. Et puis après, on passe à la phase d'entraînement qui est un peu le cœur du truc et la plus chère, c'est-à-dire on l'entraîne conjointement avec des images et des vidéos, mais à faible résolution. Donc là, on va commencer à lui faire assimiler les mouvements. Tout simplement, on va rajouter les mouvements aux notions qu'il avait déjà un peu acquises. Et puis ensuite, on fait une phase d'entraînement sur des vidéos en haute résolution. Donc ça, c'est une phase qui est beaucoup plus chère encore, mais on va le faire sur un peu moins de vidéos. Donc on y va graduellement. Quand tu dis haute résolution, c'est 768 par 768. Ouais, ok. Donc on y va graduellement, en fait, en défrichant avec des images parce que ça coûte pas cher. Après, on utilise beaucoup de vidéos en faible résolution pour économiser un maximum les ressources. Et puis après, on met un peu moins de vidéos, mais en haute résolution. Et puis ensuite, on a un modèle qui est pré-entraîné, donc un modèle de base, qu'on va pouvoir modeler un peu comme on veut. Et si on veut faire du texte ou vidéo, on va prendre directement celui-là, et puis on va le customiser en mettant, par exemple, on va le fine-tuner sur des vidéos de très haute qualité et ajouter une phase d'upscaling modéré, puisqu'on passe de 768 à 1080p en réalité. Et puis voilà, t'as MovieGen qui génère des hippopotames qui nagent dans les nénuphars, quoi. Alors, c'est allé un petit peu vite, parce qu'en réalité, ce modèle-là, il a besoin aussi de son compresseur, qui appelle un auto-encodeur temporel, comme ils appellent ça, un TAE. C'est le truc qui fait passer, qui compresse de l'espace des pixels dans l'espace latent, comme on a dit. Et c'est un truc qui a été entraîné de zéro aussi, par Meta. Et puis, il y a aussi les modèles de langage pour encoder les prompts, parce qu'évidemment, vous avez à décrire ce que vous voulez faire, et du coup, il faut bien qu'ils comprennent le langage aussi. Et donc, il a quand même 3 modèles de langage différents. Alors, il s'appelle UL2, BT5 et Prompt Metaclip, mais alors, ça paraît un détail technique pas passionnant de savoir qu'il y a 3 trucs, mais en fait, c'est intéressant parce que ces 3 modèles sont complémentaires dans leur analyse du prompt, c'est-à-dire dans l'analyse de la description de ce que vous voulez. Parce que le transformer, il est évidemment entraîné sur des paires de vidéos transcription de ces vidéos, puisqu'il doit comprendre les textes. Et ces descriptions, en grande partie, elles sont générées par le dernier lama de Meta, son propre modèle de langage maison, qui est d'ailleurs multimodal, évidemment, tout se recoupe. Les descriptions sont potentiellement du coup longues et détaillées, et chaque modèle d'encodage utilisé par MovieGen va capter des trucs différents. Il y en a un pour les prompts longs, il y en a un pour les prompts plus courts, et puis il y en a un pour les lettres. Et c'est pas anodin, parce qu'en général, un modèle de langage, il comprend que les mots, et donc c'est pas simple pour lui de comprendre exactement. Les tokens, ouais. Si tu veux dessiner, écrire sur un panneau ou une pancarte quelque chose de particulier, rajouter un modèle qui comprend les lettres plutôt que les mots, ça lui donne cette aptitude. Et c'est pour ça que MovieGen, il peut aussi faire des vidéos avec des panneaux cohérents, et voilà, et ce genre de trucs. Alors, MovieGen, si vous voulez vraiment tous les détails, il a vu passer de l'ordre de 1 milliard d'images et 100 millions de vidéos. Le modèle qui fait des effets sonores a écouté 1 million d'heures d'audio. Donc c'est une quantité de données qui est assez folle, et c'est là qu'on voit qu'on a besoin des reins solides comme Meta pour avoir un truc comme ça, quoi. Eh ben écoute, c'est super intéressant. Effectivement, il y a le document de recherche, qui est très complet. Moi, évidemment, il y a des passages entiers qui me passent complètement au-dessus et qui passeront, j'imagine, complètement au-dessus de bonne partie de nos auditeurs. Mais on peut souligner effectivement la démarche de Meta de publier ça de manière détaillée. Au passage, j'en profite d'ailleurs pour citer le commentaire qu'a mis Mika sur techcafé.fr, et il souligne aussi le fait que Meta, pour les développeurs, c'est aussi les créateurs de plusieurs technos, et notamment, en l'occurrence, il cite lui 2 technos qui sont très utilisés sur Internet, qui sont React.js et GraphQL, et donc il revient dessus. Et c'est vrai qu'il faut aussi garder à l'esprit que Meta est un énorme contributeur à pas mal de ressources comme ça qui peuvent être reprises et qui peuvent être réutilisées. Je sais que c'était aussi un très gros contributeur du langage PHP aussi, me semble-t-il, du temps de Facebook. Ils ont même publié énormément de documents sur la manière dont ils mettent en œuvre leur data center, pour faire des data centers un peu libres comme ça. Mais c'est le cas aussi de Google, qui publie, qui contribue énormément à l'open source au général. Eh ben, bravo à eux en tout cas. Et du coup, c'est une nouvelle étape qui est franchie, vous l'avez compris, jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine étape qui arrive dans 1 semaine ou 2 semaines, qui met encore une nouvelle claque. Donc on les relaie avec vous. Mais en attendant, peut-être qu'il faudrait qu'on regarde aussi du côté de l'Orient. Parce que il y a la population, il y a les Chinois aussi qui sont à l'affût sur les progrès technologiques là-dessus, Guillaume. Oui, c'était un peu la semaine de la vidéo générative. Alors déjà, peut-être parce qu'on a tous vu passer ces nouveaux mèmes vidéos de nounours qui fondent, de gens qui se font écraser par des presses ou découpés comme des gâteaux. Ça fait fureur sur les réseaux sociaux en ce moment. Tu les as vus ? J'ai publié, excuse-moi, sur Discord, dans la rubrique IA LLM, j'ai mis une photo de moi avec un des chatons, vous savez, 4 chatons à la maison, et je pouvais pas m'empêcher d'en faire une dérive, donc vous irez regarder sur le serveur Discord. Et donc voilà, tout ça c'est la faute à Pika 1.5, Pika Labs vient de lancer son nouveau modèle. Alors les démos d'ailleurs sont assez convaincantes aussi, il a l'air vraiment pas mal.
Et puis, il a mis à Ouais. disposition des fonctions rigolotes, des fonctions crush it, C'est squish malin, it, ça. cut it like a cake. Et donc, vous envoyez une photo de vous, sélectionnez squish it, ben voilà, il y a des doigts géants qui vont vous écraser comme si vous étiez de la pâte à modeler. C'est super simple à faire, c'est pour ça que tout le monde s'amuse avec, hein, c'est super viral. C'est que le modèle de Picalabs, qui est derrière, doit être aussi adapté avec des LoRa probablement, ou fine-tuné peut-être. En tout cas, c'est probablement une instance du modèle qui est customisée et entraînée particulièrement sur ça, parce qu'il doit être pré-entraîné sur des masses de vidéos réelles, de trucs qui fondent spécifiquement, ou de trucs qui sont coupés comme des gâteaux. YouTube en déborde de trucs, de gâteaux quand on découpe tout ça. Donc je pense que, voilà, il a vu des milliers de vidéos de trucs qu'on découpe comme des gâteaux, et donc ça le biaise à faire ça avec tout ce que tu lui montres. Ouais. Et ça, bah, maintenant, ça peut être synthétisé, quoi. Hein, voilà. Donc, vous voyez un ours coupé comme un gâteau sur Instagram à l'avenir. Il y a gros à parier que ce n'est pas un gâteau, c'est pas un pâtissier, mais c'est juste fait en 3 clics chez Pika. Et bon, au-delà de Pika et MovieGen, on a encore d'autres annonces, en particulier chez les Chinois, comme tu disais, qui sont aussi très forts dans le domaine. Hein. Donc il y a Kling 1.5, hein, voilà, dont on a parlé, et puis il y a eu ByteDance, donc ByteDance, qui est donc la boîte qui possède TikTok, qui prépare carrément 2 modèles. Donc il y en a un qui s'appelle Pixel Dance, et un autre qui s'appelle Seaweed. Alors, c'est des noms de code. Voilà, je pense ça, parce que c'est Seaweed, algue, pour on dit c'est des noms de code. Donc, ils sont arrivés en bêta privée en Chine, mais on a les quelques clips qu'on a vus, là, ils sont quand même vraiment impressionnants. Alors, pour Pixel Dance, on a une vidéo, par exemple, d'une femme assise qui se lève et qui quitte le champ de la caméra, nous offrant une vue imprenable sur un postérieur aussi attrayant que réaliste, n'est-ce pas ? C'est vrai que c'est fou, ce cadrage. Et mis en valeur dans une sorte de vinyle noir. Faut reconnaître que les gens de chez ByteDance, ils ont su choisir leur sujet pour attirer l'attention. Hein. On n'est plus sur les petits hippopotames qui nagent, hein. C'est autre chose. Voilà, hein. mais bon, alors, outre cet aspect peut-être discutable, force est de constater que tout est très naturel quand même, hein, et de très bonne qualité, c'est comparable à ce que fait Meta en première vue. Hein. Et on a aussi une petite séquence en noir et blanc façon Vogue, et une séquence assez étonnante qui met en scène 2 personnages avec deux angles de caméra différents, en fait. C'est-à-dire, je veux dire que tu as 2 vues de 2 persos, et tu as un cut entre les deux, vraiment comme dans un film. Et en réalité, Pixel Dance, il est focalisé, lui, sur des vidéos courtes de 10 secondes, hein, qui mettent en scène des humains qui bougent. Qui marchent, qui parlent, qui dansent, etc. Pixel Dance pourrait d'ailleurs, dans ce domaine précis, battre tout le reste de la compétition. Hein. Il est aussi clairement très en phase avec le contenu TikTok typique, évidemment. Alors que Seaweed, quant à lui, c'est un petit peu le grand frère généraliste, hein, qui pourra aller plus loin jusqu'à des clips de 30 secondes, voire 2 minutes, par extension successive. Et donc, on voit quand même que Kuaishou et ByteDance semblent être vraiment en pointe, et ça montre à quel point les Chinois, malgré les restrictions sur le matériel américain, sont capables de produire des modèles performants et compétitifs. C'est le cas avec la vidéo, mais c'est le cas aussi avec le texte et les chatbots. Hein. On avait parlé de Qwen, la famille de modèles d'Alibaba, mais il y a notre cher Téléchat, donc Téléchat, hein, qui est en fait entraîné par China Telecom, hein, c'est pour ça. Téléchat, lui, on vient d'avoir des informations supplémentaires et ça laisse assez rêveur, parce que Téléchat, c'est un modèle de langage chinois qui est assez gros, qui pèse quand même 115 milliards de paramètres, il a une puissance qui tourne autour de celle d'un lama de Meta 70B, hein, ce qui est assez honorable, et surtout, Téléchat, il s'est fait les griffes sur du matos 100% chinois. Alors, ils n'ont pas trop le choix, hein, le gouvernement exhorte explicitement à privilégier Huawei. Mais bon, ce gros modèle, il a été entraîné sur des serveurs Huawei avec du matos qui fait pas tellement rêver. Il a été entraîné sur des masses de CPU ARM équipées en DDR4 et gravées en 7 nanomètres. Pour vous donner une idée, c'est de la technologie d'il y a 5 ans, pour nous. Parce qu'il y a Ampere, hein, qui a annoncé un serveur ARM en 7 nanomètres il y a à peu près 5 ans. Les puces Huawei ont 64 cœurs, et il est fait mention nulle part de GPU. Donc Téléchat pourrait apparemment avoir été uniquement entraîné sur des CPU analogues à des Xeon, quoi, mais des Xeon d'il y a plusieurs années. Et c'est effrayant, parce qu'un Xeon, oui, ça peut entraîner tout ce que tu veux, mais c'est beaucoup moins efficace qu'un GPU. Et donc, j'imagine pas le nombre colossal de processeurs qu'il a dû falloir et la consommation tout aussi colossale que ça représente. Alors ça montre vraiment que les Chinois sont prêts à tout pour avancer, quoi qu'il arrive, et qu'ils sont pas loin derrière les États-Unis en termes d'IA, malgré tout. Hein. Téléchat, évidemment, une nouvelle fois, à ne pas confondre avec le Téléchat qu'on a connu en 1983, et je m'adresse maintenant à une population d'auditeurs qui, je sais pour partie, aura les références avec les scénettes vidéo gênantes du chat et de l'autruche. Là. Bon, voilà, n'allez pas regarder, c'était gênant, on a fait tous notre dose de cauchemar. Allez, on enchaîne parce que derrière ces générations de vidéos, il y a évidemment les appareils qu'on va peut-être demain porter. On en parlait durant les derniers épisodes de Tech Café, mais effectivement, les lunettes connectées pourraient bien arriver et se répandre. Alors, elles ne sont pas encore en train de remplacer les smartphones, même si c'est l'ambition de Mark Zuckerberg à long terme. Et puis, on peut à nouveau faire le point sur des nouvelles sorties dans la presse sur la problématique que ça amène, Guillaume. Oui, un autre truc qui a été viral sur les réseaux sociaux cette semaine et qui est beaucoup plus intéressant que les nounours gâteaux, c'est cette expérience d'étudiant d'Harvard qui illustre si parfaitement mes craintes concernant les lunettes de réalité augmentée. Et d'ailleurs, je les remercie personnellement
En l'occurrence, ils ont utilisé des Meta Ray-Ban qui, on le rappelle, n'ont pas d'écran, hein, mais ils ont quand même des micros, des haut-parleurs et surtout des caméras qui permettent de filmer directement ce que vous voyez. Toutes les lunettes de réalité augmentée, de toute façon, à l'avenir, auront forcément ça, hein, au moins des caméras pour voir ce que vous regardez. Et donc, ils ont capté le signal vidéo des Meta Ray-Ban, ils l'ont interfacé avec toute une suite d'outils modernes. Alors, il y a un petit modèle ultra rapide de détection de visage, donc le modèle qui sait en temps réel hein, s'il y a une personne dans l'image et qui localise le visage, il n'y a plus qu'à l'extraire, découper le petit bout et passer ça à la moulinette d'un service comme PMICE ou FaceCheck ID, des services qui s'occupent de retrouver les gens sur les réseaux sociaux et sur Internet au sens large à partir d'une seule photo. Ensuite, il y a des informations personnelles qui sont extraites de toutes les pages qui ont été retrouvées, et puis un résumé qui est produit par un modèle de langage, hein, voilà, celui que vous voulez, ça peut être fait en local ou ça peut être fait par ChatGPT, on s'en fout, mais en tout cas, au final, tu as la fiche de la personne que tu viens de voir, et c'est tout simplement quand tu le tapes sur ton téléphone. Et ça se fait en quelques secondes. Et dans la vidéo qu'ils ont postée sur X, il y a un étudiant qui aborde dans le métro une femme d'un certain âge, qui mentionne son nom, il mentionne son nom, salut Betty, ou je sais plus, Betty, un truc comme ça, en disant qu'il avait rencontré à la Cambridge Community Foundation, alors que pas du tout, il avait jamais vu de sa vie, mais il avait juste scanné avec les lunettes. Il y a un mec aussi impliqué dans la défense des droits des musulmans, voilà, il fait comme s'il avait lu ses articles et tout, et ça marche parfaitement bien, les gens le croient sans problème. Sur le campus, il a les noms et adresses, prénoms des parents, cursus scolaire, centre d'intérêt, tout sur, par exemple, une étudiante là, à la cafette qui permet de l'aborder comme ça dans les meilleures conditions, ou de la stalker jusque chez elle, je sais pas, c'est pas flippant du tout. Et bien sûr, dans ce cas, tous les intéressés ont été prévenus après, hein. Ils avaient été scannés, retrouvés rien qu'en les regardant, et ils avaient même pas réalisé que l'étudiant en question portait des lunettes Ray-Ban connectées. Ça les a pas choqué parce que ces Ray-Ban, elles ressemblent énormément à des Ray-Ban normales. Et oui, je sais, normalement, il y a une petite LED hein, pour montrer que le lunette filme, mais soyons sérieux, c'est pas suffisant. Enfin, genre, ça peut être hacké, tout simplement couvert d'un petit bout de scotch noir, et puis surtout, c'est pas Un petit coup de peinture. bah oui, mais c'est pas une protection crédible du tout. Le petit LED, c'est ridicule. Enfin, je veux dire, ça servira à rien. Donc on pourra m'objecter que je pourrais tout à fait utiliser les mêmes services, hein, PMICE et compagnie, avec mon navigateur sur mon téléphone, hein, et que les données seront trouvées sur Facebook pareil, ou LinkedIn, ou ce que tu veux. Mais bon, prendre une photo avec son téléphone, c'est quand même plus flag. Ensuite, c'est plus long, hein, de créer une fiche signalétique complète, c'est plus de boulot. Là, tu as une synergie complète de tous les outils modernes, réseaux sociaux, moteurs de recherche, IA de reconnaissance faciale, modèle de langage, caméra, film en permanence directement sur ta tête, et en fait c'est cette synergie qui démultiplie les capacités invasives et les capacités de nuisance à un point qui, je trouve, est alarmant. Et je trouve ça vraiment alarmant. C'est pour ça, hein, j'ai pas du tout envie de voir arriver des lunettes de réalité augmentée comme ça partout aussi répandues que les smartphones, parce que, voilà, c'est ce qui pourrait arriver, quoi. Alors c'est là qu'il faut anticiper le truc, hein, au niveau aussi des pouvoirs publics. Bon, plus qu'on est là, on parle en l'occurrence d'une sorte de hack. Ça, ils ont hacké, c'est une sorte de mésusage par rapport à ce qui est prévu par Meta. Mais bon, de toute façon, si c'est possible, ça sera fait. Point barre. Mais bon, vous croyez que Meta lui-même va se gêner pour glaner le maximum de données intimes sur vous, du moment que tu portes 10 heures par jour un produit Meta qui voit et qui entend absolument toute ta vie? Et ça a même déjà commencé avec ces mêmes Ray-Ban. Les vidéos et les photos que vous prenez avec les lunettes ne sont pas encore, en tout cas, utilisées pour entraîner les IA de Meta, mais quand tu les actives pour poser une question à Meta AI sur un truc que tu vois, là oui, les données sont expédiées chez Meta et elles sont gardées pour éventuellement être intégrées au dataset et entraîner les IA dessus. Donc vos regards deviennent des données de Meta, pour l'IA déjà, et demain pour le ciblage peut-être, ou que sais-je. Donc c'est pas la première fois que je panique à ce sujet, hein, mais on avait déjà parlé de ces dangers quand ils avaient montré les lunettes qui se souvenaient d'où t'avais posé tes clés ou ce genre de truc là. Ça paraissait loin, mais aujourd'hui les Ray-Ban elles sont là. C'est des produits de consommation courante qui ont même leur petit succès, et je trouve ça anxiogène. Pour les personnes qui douteraient encore de cette capacité à amener quelque chose de problématique de par une synergie comme tu le décris, et qui pourraient penser les problèmes sont déjà là, est-ce que ça change vraiment la donne? Rendez-vous compte avec le recul ce qui a amené le smartphone, qui finalement, le smartphone n'a pas amené, si on y réfléchit de la même manière, grand-chose d'autre que les ordinateurs portables, Internet, les appareils photo numériques, mais la synergie était telle dans les usages qu'évidemment ça a bouleversé beaucoup de choses, et je pense que peu de monde aujourd'hui ne serait capable de nier le fait que le smartphone a bouleversé les usages dans notre société. Donc là, évidemment, pour des lunettes, on peut imaginer à quel point ça peut être au moins autant source de changement. Et puis, il n'y a pas que les lunettes, Guillaume, tu es allé te plonger un petit peu dans d'autres appareils qui, là aussi, captent un petit peu trop de vision à notre insu, c'est ça?
Oui, des machins avec des caméras qui regardent dans notre intimité, il y a pas que les futures lunettes connectées, hein, vous en avez peut-être déjà chez vous, hein, déjà des caméras de surveillance intelligentes éventuellement, ou on l'oublie facilement, certains aspirateurs robots. Mm. Certains sont tellement intelligents, d'ailleurs comme ces aspirateurs robots d'Ecovacs, hein, que non seulement ils se rendent compte qu'il y a un obstacle devant eux, mais qu'ils savent même si c'est une chaussette, une chaise ou la litière du chat. Ils ont une IA qu'il a bien fallu entraîner sur des millions d'occurrences de chaussettes, de chaises, de litières de chat. Et ça vu à hauteur de robots aspirateurs, c'est-à-dire ras la moquette. Et ben ça, c'est pas facile à trouver non plus, des photos ras la moquette. Alors souvent, on les prend directement à la source, et bon, sans trop le dire clairement, si possible, parce qu'un truc comme «nous allons filmer tout votre appartement plusieurs fois par semaine et tout envoyer sur des serveurs en Chine», ça file pas trop confiance. C'est mieux d'enrober ça dans «nous enverrons certaines données anonymisées sur nos serveurs afin d'améliorer en permanence nos services». Voilà, ça c'est mieux. Et puis de toute façon, personne ne lit ces conditions, hein, Linita, mais bon. Mais dans les faits, ça veut dire que les cartes 2D et 3D de vos maisons, les photos et les vidéos enregistrées par le robot et même les sons captés par le microphone sont couverts dans ces données utilisées pour améliorer le service. Donc Ecovacs, qui font les 10 bots, ils ont une sacrée masse de données sur des gens qui ont même pas conscience que leur mouton sous le Tu canapé ou m'étonnes. leur pantoufle se retrouve à Shenzhen. Sur des serveurs dont on peut raisonnablement douter de la sécurité, puisque faut rappeler que des aspirateurs robots Ecovacs ont déjà été hackés. On pouvait Mhm. voir chez les gens directement en temps réel par l'intermédiaire des caméras du robot. Et le hack s'est fait même, enfin le hack se faisait même par Bluetooth. T'avais même pas à toucher l'aspi, tu pouvais hacker un aspirateur. L'aspirateur de ta maison pouvait être hacké depuis la rue, vraiment. Donc c'est pas très rassurant hein, pour ce qui est des serveurs en Chine. Alors tout ça peut paraître anecdotique, les données sont anonymisées, tout ça, mais bon, les fuites et les leaks, il y en a tout le temps. Et les leaks, c'est pas une exception, c'est la règle. Les données fuitent, c'est la norme. Et comme on en récolte toujours plus et toujours plus intime, ben, ça peut poser problème. Alors, souvenez-vous qu'il y a encore 2 ans, ou moins, je sais plus trop, on parlait de la fuite de données de vidéos domestiques privées qui a été prise par des aspis iRobot. Quelqu'un assis sur le trône s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Trahi par son aspi, je veux dire, quand même. Quel monde sans pitié. C'est horrible. Surtout sur les toilettes, ça se fait pas quand même. Mais oui, ça va vraisemblablement en plus se généraliser et ça pose quand même la question effectivement de centraliser autant de collecte d'informations sur des serveurs. Soyez vigilants évidemment sur les appareils que vous utilisez, surtout si vous êtes des aficionados de la domotique plus que jamais. Et puis Guillaume, il y a aussi un nom qui m'a surpris moi quand tu l'as mis dans le conducteur de l'épisode comme étant assimilé à de la captation d'infos, c'est la NASA. Alors, comment ça se fait que la NASA a besoin d'infos comme ça, Guillaume? Oui, le truc qui est inquiétant, c'est que ce processus inexorable, c'est un petit peu toujours le même, tu vois. T'as une nouvelle technologie invasive qui arrive, elle va soulever un tollé, elle fait profil bas, du coup, mais bon, elle trouve son public quand même. Et puis elle consolide sa position, puis après elle se banalise, ça devient un outil mainstream, socialement acceptable, que tout le monde, même même des agences dont on ne soupçonnerait pas qu'elles en aient besoin, pourraient C'est l'utiliser, fou. quoi. Alors, c'est vrai que vous vous souvenez sans doute de Clearview AI. Clearview, c'est un Mhm. service privé qui se vante d'avoir des millions ou des milliards peut-être de photos de visages. Il y a des informations qui proposent donc son service de recherche et d'identification de tête aux forces de l'ordre et aux services publics. Mais bon, surtout à qui veut bien payer pour l'utiliser, quoi. Et ça a fait des scandales, c'est interdit dans des pays européens, tout ça, ça a fait couler beaucoup d'encre, ça date de 2017 déjà. Mais bon, voilà, on est en 2024, aujourd'hui, la NASA elle-même fait appel à Clearview. Et d'ailleurs, vous me direz effectivement, quel rapport? Pourquoi la NASA aurait besoin Mais d'un oui, outil comme ça? pourquoi? Alors, Figurez-vous qu'il existe à la NASA une sorte de police, une police de l'espace, comme les spectres dans Mass Effect. Alors je m'emballe un petit peu, mais c'est presque ça, parce que la NASA a une division, le Bureau d'inspection générale, qui a des agents assermentés et autorisés à porter des armes dissimulées, à faire des opérations sous couverture d'infiltration. Ils ont des beaux badges dorés comme dans les films. C'est un petit peu la police de la NASA, quoi. Et donc la police de la NASA, elle veut les mêmes services que les polices de pas la NASA. Donc, parce que Clearview, la police, elle adore, hein, voilà, elle adore aussi les caméras, et puis surtout les caméras intelligentes qui surveillent toutes seules, ça, voilà, évidemment, la police, elle adore, forcément. et ça me laisse quand même songeur, effectivement, mais bon, j'imagine qu'ils ont leur raison. On continue à vérifier ensemble, Guillaume, s'ils ont leur raison, pour parler un petit peu de ce qui se passe plus proche de nous, en France, parce qu'évidemment, côté JO, il y avait besoin de surveillance vidéo, en tout cas, c'est comme ça que ça a été justifié. Sous l'angle d'un test de surveillance vidéo, mais il semblerait que ça puisse perdurer, c'est ça? On aime bien les caméras intelligentes qui surveillent tout toutes seules, comme celle déployée dans le cadre de la VSA, la vidéosurveillance algorithmique, qui a été utilisée pendant le JO et déployée à titre totalement et complètement provisoire et expérimental. Promis juré, c'est une expérience, il va y avoir un rapport quand même, voilà, pour établir
les failles, les points forts, les préconisations. Non, on s'en fout. On s'en fout. Voilà, Barnier, il a dit que c'était super et que ça va rester, c'est tout. Point. Le rapport, Michel, il s'en fout. Il doit être pote avec le préfet Nunez, qui adore le VSA. Et lui, enfin la VSA, et lui, il dit que c'est positif, que ça a démontré son utilité, voilà. Et le rapport, parce que la CNIL, elle devait... Non mais on s'en fout. Je te dis, on s'en fout. La CNIL, on s'en fout. D'accord. Donc les caméras intelligentes, à la surprise générale, évidemment, j'avoue, une fois mises en place, elles vont rester, et bien sûr, elles sont appelées à proliférer partout. Alors oui, bon, pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance faciale. Attention, ça monitore tout seul des départs de feu, des foules, des mouvements de foule, voilà, des mouvements de foule trop denses, qui bougent d'une manière pas conventionnelle, des véhicules à contresens, voilà. C'est que du positif, on te dit. Bon, pour l'instant, on sait que la reconnaissance faciale et l'identification, c'est quand même une possibilité technique, qui est d'ailleurs mise en œuvre depuis longtemps en Chine, et que ça doit être effectivement genre une case à cocher dans l'installateur, et puis après... Bon, pour l'instant, ça le fait pas, mais bon, jusqu'à ce qu'un événement exceptionnel vienne motiver une expérimentation qui se révélera positive et utile, et alors, pourquoi est-ce qu'on l'arrêterait? Et puis c'est toujours comme ça. On évoque un truc, il y a débat, il y a du pour, il y a du contre, et puis on expérimente, donc on met un pied dans la porte. Il y a une levée de bouclier, oui, mais bon, c'est là. Puis c'est difficile de revenir en arrière après, donc ça se consolide, et puis ça se normalise. Ce que, en plus, je trouve assez dingue, c'est que derrière, il n'y a même pas la justification de qu'est-ce que ça a apporté. Tu vois, à la limite, je pourrais... non, Moi, ça ne me convaincrait pas. Comment? Parce qu'on n'a pas le rapport. Ah oui, parce qu'on n'a pas le rapport. Voilà, non, mais c'est fou qu'on puisse pas avoir au moins quelques éléments, parce que moi, ça me suffirait pas, mais je pourrais concevoir que certaines personnes soient intéressées par le fait que ça a évité tant de départs de feu, tu vois, ça a permis de détecter tant de mouvements de foule, etc. Mais bon, pas besoin. Allez, on avance, c'est utile. Allez, on enchaîne de notre côté, Guillaume, parce qu'après avoir parlé d'intelligence artificielle générative qui fait des vidéos bluffantes et de captation de vidéos qui rend la société, j'ai l'impression, un peu moins intelligente, mais c'est pas grave, on va parler de Google avec la concurrence qui s'organise face notamment à ChatGPT. Gemini Live est enfin disponible en français. Youpi! Oui, youpi, il y a eu pas mal d'annonces Google cette semaine, là aussi, à commencer effectivement par Gemini Live, qui est le pendant vocal de Gemini, en mode audio natif, donc comme GPT-4o, et qui donc désormais parle en français, enfin en théorie, parce que voilà, j'ai essayé hier, j'ai rien compris, voilà, j'ai pas réussi. Mon app Gemini reste en texte, éventuellement synthèse vocale à partir du texte, mais bon, Google Assistant aussi reste ce qu'il est, donc je sais pas. Dans les langues compatibles, j'ai pas le français sur mon téléphone, donc je sais pas, peut-être pas encore déployé pour moi. Mais ça devrait être gratuit. C'est peut-être pas encore déployé, d'autant qu'il n'y a pas des limitations dans le déploiement en Europe progressivement. Normalement, non, mais bon, je sais pas. Okay. Bon, ou alors c'est moi qui, voilà, j'ai raté des trucs. En tout cas, en parlant de langue, Google a aussi tenu une conférence Google for India, où il a annoncé qu'il allait supporter aussi plusieurs langues du pays avec Gemini Live, pareil. Et là, bon courage, parce que les langues en Inde, à mon avis, ça doit être un joyeux bordel. Quand même. Oui, alors pour l'instant, il a le hindi et 8 autres. Donc le bengali, le gujarati, le kannada, non rien à voir, le telugu, le tamil et l'ourdou. Voilà, parce que c'est très grand. J'étais à peu près sûr que tu les citerais. Oui, parce que... Merci. Et donc c'est 8 langues, mais bon, je suppose qu'il y en a 40 autres. En tout cas, Google fait un forcing sur l'Inde parce que c'est quand même un formidable marché potentiel, 1,5 milliard d'habitants, donc 90% au moins sont des utilisateurs de smartphones Android. Donc Google annonce aussi une évolution qui passe par la vidéo. A priori, m'a paru un peu étrange, l'Inde est désormais capable d'interpréter des photos, mais aussi des vidéos. On pourrait envoyer une vidéo et demander de vive voix, d'ailleurs, un truc qui se passe, un truc sur la vidéo que vous envoyez, et puis bon, l'Inde s'y va vous répondre. Une fonction que, honnêtement, je comprends pas très bien, parce que je vois pas trop l'intérêt de prendre une vidéo d'un banc de poisson par rapport à une photo d'un banc de poisson, pour demander à Google pourquoi ils nagent comme ça, les poissons. Je comprends pas trop bien la plus-value, enfin bon, surtout que ça suppose des serveurs monstres derrière, Ouais, j'imagine, cas d'usage théorique, parce qu'à mon avis, dans la pratique, ça se vérifie pas, mais admettons, t'as un bruit sur ton vélo, tu vois, tu le filmes pendant qu'il... Ah non, ça marche pas avec le bruit. Mais non, parce que le bruit, il est pas envoyé. Pour l'instant, le son de la vidéo n'est pas pris en compte, il y a que la vidéo. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Le modèle c'est vrai que je trouve pas d'exemple. Le modèle qui est derrière, pour l'instant, il interprète que le flux vidéo pur, enfin que la suite d'images, quoi. Donc ils ont mis en place nouvelle instance de Gemini qui a été optimisée pour ça, qui doit donc regarder toutes les photos. Enfin, c'est beaucoup plus lourd. C'est vrai, t'as raison. Ça prend beaucoup plus de bande passante sur le réseau. Je vois pas trop à quoi ça sert. Alors évidemment, pour l'instant, la vidéo, le son, disons, n'est pas pris en compte, donc tu peux pas effectivement identifier un animal à son cri ou je sais pas. Ouais. Ça viendra sans doute. Mais bon, là, pour l'instant, je vois pas trop. C'est vrai que j'essaye de trouver depuis tout à l'heure, quand on en parle des cas d'usage de vidéos où ça pourrait être intéressant, mais j'en trouve pas. Si vous en trouvez,
vous savez quoi faire hein, dans Mais le serveur Discord, il y a un dans les peu un commentaires. patchwork de nouvelles fonctions, parce que par ailleurs, le Circle to Search, là où tu peux, voilà, tu Oui, peux entourer le truc et voilà, il cherche ce avec que tu ton as entouré, doigt. quoi. Ça devient aussi une sorte de Shazam, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser pour faire écouter une chanson à Google et il va trouver l'auteur, quoi. Bon, écoute, je sais pas. En tout cas, Lens, évidemment, va toujours aussi trouver ce sac à dos que tu vois dans le métro et voilà, qu'il te faut absolument, il va te trouver. Ou l'acheter immédiatement, ça, c'est ça forcément, mais J'en doute pas. bon, écoute, pourquoi pas. J'en doute pas que sur le party shopping, on sera effectivement mis en relation de manière privilégiée grâce à Google, qui continue à nous apporter des fonctions peut-être un peu plus pragmatiques, un peu plus utiles, sans aller dans des délires vidéo, Guillaume, plus proches de nous, dans nos mails notamment. Oui, au chapitre des fonctions, d'autres fonctions annoncées par Google, on a la généralisation des résumés de mails intelligents dans Gmail. Donc en gros, c'est un Gemini qui va lire vos mails, qui va repérer les trucs les plus importants, les plus urgents, et puis il va en faire un résumé qu'il va placer dans un cadre tout en haut de la boîte, et puis il va proposer aussi des actions pour suivre éventuellement. Typiquement, vous avez fait une réservation d'hôtel, Gemini va vous mettre le résumé du mail de confirmation que vous avez reçu avec des raccourcis pour inviter d'autres gens, payer si c'est ce qui est demandé dans le message, afficher la carte de où c'est avec Google Maps et ce genre de trucs. En fait, le contexte commercial, c'était déjà un terrain d'expérimentation pour les résumés de mail par IA, donc Google veut y aller un peu graduellement, quoi, de plus en plus loin. Désormais, pour les messages relatifs au shopping, au voyage, aux événements et aux factures, Google va tester ce mode d'affichage. C'est un mode d'affichage qui est assez invasif, parce que ça prend quand même pas de place, en gros. Donc il fait le pari que ça sera suffisamment utile et pertinent pour pas susciter de rejet. Parce que la boîte email, c'est un sujet crucial et délicat pour nous tous, Oui. donc voilà, Google a bien conscience que c'est difficile. Par ailleurs, il est aussi conscient qu'il existe pas mal de sites pas recommandables sur Internet, et même des sites qui tentent de se faire passer pour d'autres. Donc il va expérimenter avec un badge bleu façon Twitter. Mais vraiment analogue en fait, puisque c'est un badge qui va certifier il est vraiment bleu, et qui va certifier que, autant que Google puisse le savoir, le site est bien ce qu'il prétend être. Donc il est d'identité vérifiée, comme jadis celui de Twitter, qui fut aussi un temps une tentative d'authentification. Donc ça peut aider, le temps que les malfaiteurs comprennent comment ça marche et quels signaux utilisent Google, mais bon, espérons que ce soit pas trop facile à hacker. Et on peut au passage aussi évoquer la pub et qui a bel et bien fait son arrivée dans les recherches génératives de Google, les fameuses AI Overviews. Donc il y a bien des liens sponsorisés et pertinents, bien entendu, qui font leur apparition juste en dessous. Donc les annonceurs continuent de leur business comme avant, quoi. Alors toutes ces fonctions dont on vient de parler concernent d'abord les États-Unis et arriveront petit à petit ou pas en Europe, vu que maintenant avec RGPD, DSA et compagnie, on est un petit peu les derniers à avoir les trucs cool. Mais bon, a priori, on devrait commencer à avoir ces trucs-là dans l'année qui vient. Tu sais, concernant les résultats de recherche et pour authentifier des sites internet, alors je doute pas une seule seconde que ce soit faillible, mais ils ont peut-être un coup à jouer avec les implantations des entreprises parce que là-dessus, ils sont très bons, ils sont pas parfaits, mais certifier et authentifier la réalité d'une boutique physique, ils savent très bien faire. Et s'ils arrivent à associer des entreprises qui ont des implantations physiques avec des marques et des noms de domaine associés, à la limite, j'aurais tendance à penser qu'il y a quelque chose de jouable et de possible. Est-ce que ce sera suffisant? J'en doute, mais bon, en tout cas, l'initiative est louable. On va terminer cette rubrique Google avec, Guillaume, un petit détour du côté des productions AB dont tu nous gratifies chacun des épisodes ces dernières semaines, parce qu'il y a une nouvelle prise de parole d'Elon Musk à souligner là-dessus. Oui, petite suite à une histoire que j'évoquais il y a quelques semaines sur la loi californienne qui interdisait les deepfakes politiques. Une loi qui avait été avalisée par le gouverneur Gavin Newsom, mais contestée en cours par un créateur de contenu qui se faisait appeler Mr. Reagan, de son pseudo, qui y voyait une entrave à la liberté de caricature, de satire et donc à la liberté d'expression. Eh ben il a gagné, et ça a été étonnamment rapide, il y a un juge fédéral qui a conclu que la loi californienne était anticonstitutionnelle pour exactement cette raison. Trop vague, la loi ne sera donc pas appliquée en l'état. Alors c'est une nouvelle dont je ne sais plus si elle est bonne ou mauvaise, en fait, le Ah sujet oui. est compliqué et délicat, Elon Musk s'en est félicité, Reagan aussi. Moi, je sais Déjà, plus, rien que le fait qu'Elon Musk s'en félicite, ça devrait nous donner une Voilà, c'est pour ça indication. j'hésite à être content en même temps qu'Elon Musk. Je sais pas, je suis un peu confus. Bon, après, c'est vrai que je relaie aussi pas mal les AB machin souvent parce qu'effectivement, les lois Ouais. californiennes, si elles sont appliquées la plupart du temps partout aux États-Unis. Si elles sont appliquées partout aux États-Unis, elles ont une influence partout dans le monde. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on en parle souvent. Et bon, pour le coup, cette loi a été passée, mais bon, finalement, c'était une fausse alerte puisqu'elle ne sera pas appliquée. Allez, on passe du coup à la rubrique suivante et après avoir parlé de Google, pas de jaloux, on va parler un petit peu de Microsoft qui évidemment nous rythme et nous ponctue notre quotidien avec du Copilot, en veux-tu, en voilà. Et en tout cas, arrive avec une nouvelle version de Windows, mais plus la peine de rajouter un numéro, Guillaume. Il n'y a pas de Windows 12, même si ça y ressemble, on va pas se mentir.
Et oui, bah oui, Windows, le nouveau Windows est arrivé. Alors, tu sais que Windows 11 arrive à peine à dépasser les 33% de part de marché selon Seulement. selon StatCounter. Hein. C'est vraiment bas pour un OS qui est sorti en 2021 quand même. Surtout que Windows Waouh, 10, il est toujours à 62%, ce qui est fascinant pour un système dont le support cessera dans un an tout pile. Octobre 2025, hein, normalement. Hein. punaise. Parce qu'en octobre 2025, on aura encore une bonne moitié des PC sous Windows 10. Microsoft envisage sérieusement de les laisser moisir? Bon, je sais pas. On ne doute pas une seule seconde que d'ici là, ils vont dire on reporte le support à plus loin parce que Étonnant, voilà. étonnant. Ouais. Bon, enfin, c'est pas exactement le sujet, parce que là, on va parler de Windows 11 24 H2 qui arrive. Alors, le nom ne paye pas de mine, hein, donc 24 H2, deuxième trimestre année 24, donc le classique. Comme d'habitude, et pourtant, il y a quand même de gros changements sous le capot et même au-dessus du capot, à tel point qu'il se murmure que ça aurait pu s'appeler Windows 12. Ils ont hésité à l'appeler Windows 12, mais finalement, non. Donc Windows pas 12 met à jour des composants système fondamentaux, hein, donc le noyau, le compilateur, la couche de compatibilité Prism. Donc Prism, c'est voilà, la couche de compatibilité ARM Intel, tout simplement, pour les ordinateurs sous Windows sous ARM. Donc ça apporte aussi le support du Wi-Fi 7, de l'USB 4 V2, ça modifie quelques éléments d'interface et d'ergonomie. Mais le gros des nouveautés qui vraiment se voient concerne bien entendu seulement les Copilot PC, hein, donc les fonctions IA intégrées, au premier rang desquels on a toujours, on a, enfin en tout cas on a surtout le retour de Recall. Donc Recall Eh n'est pas oui. mort, hein, il est là, il est plus On rappelle pour les sécurisé. auditeurs qui n'auraient pas Ah oui, entendu peut-être vas-y. dans les précédents épisodes, hein, mais c'est cette espèce de fonction qui permet de se rappeler de tout ce qui s'est passé à l'écran pour pour pouvoir faire des requêtes dessus notamment. Voilà, c'est un keylogger, mais pour tout, et à faire laquelle vous pouvez rechercher absolument tout avec une IA. Les amateurs apprécieront, enfin bon, toujours est-il qu'il est plus sécurisé, il est désactivé par défaut, évidemment tout se fait en local, hein, bon ça a toujours été le cas. Donc les copilotes PC pourront, grâce à leur NPU, hein, pourront en permanence de toute façon regarder et interpréter le contenu de votre écran et demander à faire des trucs en fonction de ce qu'il y a sur l'écran. Donc en fait, vous avez le copilote qui est conscient du contexte par rapport avec ce qu'il y a sur l'écran, et il y a une fonction qui s'appelle le click to do, qui est donc contextuel et qui va, effectivement, en fonction de ce qu'il y a sur l'écran, donner des trucs contextuels. Donc si c'est du texte qui est sélectionné, vous avez la possibilité de faire un résumé, de le reformuler avec un modèle de génération de texte qui est intégré à Windows. Hein. Mais vous pouvez aussi l'ouvrir dans un éditeur de texte, l'envoyer par email, hein, de manière classique. Et si c'est une image qui est ouverte, il le sera, vous aurez la possibilité de faire un clic droit pour la mettre en fond d'écran, l'éditer, ou aussi la transférer sous Paint, ou vous pourrez l'éditer de manière très avancée avec d'autres fonctions IA, environ l'arrière-plan par exemple, en augmentant la résolution, puisque Windows, alors c'est pas exactement Paint, mais c'est dans Windows, maintenant il y a une fonction d'upscaling IA qui a l'air très efficace, vous pouvez multiplier la résolution par 4, par 8, sans pixelisation. Et Paint d'ailleurs a pas mal changé, puisqu'il intègre une fonction de génération d'images intégrée, qui est complète avec in-painting aussi, c'est-à-dire une modification locale, hein, vous effacez quelque chose dans une image, et puis voilà, l'image est recomplétée comme ça, comme si c'était rien passé, hein, des fonctions qu'on retrouve par exemple chez Adobe, hein, cette fameuse gomme magique aussi chez Google. Windows Search se dote d'IA aussi, hein, donc il va par exemple être capable de retrouver des images à partir de la description de ce qu'il y a dedans, même s'il n'y a aucune info dans les métadonnées ou les noms de fichiers. Donc si vous cherchez les images avec un chat, voilà, vous cherchez des images où il y a un chat dedans, Windows Search sera, parce qu'il les verra, hein, les images dans lesquelles ils contiennent un chat, même s'il n'y a aucun truc, même si les fichiers s'appellent image 1, image 2, image 3, c'est pas grave. Alors tout ça est disponible aussi hors ligne, il faut voir que tous ces calculs sont faits en local par le NPU, qui est du coup obligatoire. Et donc pour les services plus évolués, cette fois, c'est-à-dire les IA de plus haut niveau, qu'on va dire, effectivement, il y a un petit peu comme avec Apple, là, il y a aussi évidemment les IA en ligne, les modèles en ligne de chez Microsoft. Et Microsoft a mis en jour donc voilà, toute la partie copilote en ligne, et ça sonne un petit peu comme une mise en parité avec l'offre d'OpenAI, puisque Copilot Labs offre désormais Copilot Vision et Think Deeper. Donc Think Deeper on a vraiment l'impression, hein, la version de O1 signée Microsoft, quoi. C'est-à-dire c'est un chatbot qui peut réfléchir plus longtemps et donner de meilleures réponses. Copilot Vision, lui, il regarde ce que vous lui montrez, et puis là pour suggérer des trucs à faire, pour vous aider. Et à noter qu'il est capable d'interpréter ce qui se passe à l'écran, sur l'écran de votre ordinateur, quoi. Donc l'interface de Windows, il la connaît, et puis il peut vous aider, etc. L'exemple qui est donné, c'est chercher sur Internet un appart pour un séjour à New York. Donc vous êtes sur Internet avec un navigateur, hein, ouvert sur un site, je sais pas, disons Airbnb, et puis vous parlez à votre PC, Copilot voit ce que vous avez à l'écran, va faire des suggestions, il va te montrer des photos d'appart, hein, ça te plaît? Non, c'est trop orange, non, l'ours polaire empaillé au fond, je suis pas trop sûr. Et bon, oui, alors celui-là qui fait 10 mètres carrés qui est pas cher, il me paraît très bien. Bon,
Donc tu discutes avec lui, tout ça, ça se fait à la voix, hein, tu discutes comme avec un pote, hein, c'est complètement, comme avec GPT-4, quoi. Et puis vous finissez par tomber sur l'appart que de toute façon tu aurais acheté en 2 minutes, en scrollant, en triant par prix, normal, quoi. Mais bon. Donc la démo semble incroyablement gadget, mais on peut sans doute imaginer des cas d'usage, hein, surtout si effectivement Copilot peut faire des trucs chiants à votre place, comme remplir les formulaires réservés à ta place, etc. Ah, tu vois, Bah oui. les impôts. Bah, si t'as confiance. Puis on lui ferait confiance en plus. Oui, hein. voilà, si t'as confiance, si t'as assez confiance pour donner ton numéro de carte bleue à un chatbot, ok. Il y a une autre démo vraiment impressionnante techniquement, quand même, hein, où un gars regarde de vieilles photos de sa grand-mère, qui datent des années 70, donc au moment où sa grand-mère était jeune, et qui discute avec Copilot, qui vraiment se comporte comme un humain, et qui fait des compliments polis, etc. À un moment, le gars n'arrive pas à lire la photo d'une recette que mamie a écrite sur une fiche, et Copilot le lit sans problème, et explique quelle place c'est, et puis ensuite, elle, parce que l'IA a une voix de femme, ben, elle décrit le temps que ça prend à faire. Écoute, voilà, je savais. Ça n'arriverait tellement jamais comme cas d'usage. Le truc, c'est que c'est super impressionnant parce que si je savais pas que c'était une IA, j'aurais même pas deviné que c'était une IA. La discussion, elle est fluide, Copilot fait des pauses et tout. Enfin, c'est incroyable. C'est GPT-4o, hein, on le sait, hein, mais c'est vraiment toujours incroyable. De l'autre côté, ça sert à que dalle. C'est ça qui me bon. En tout cas, les démos qu'ils ont montrées par ce cas d'usage, servent à que dalle. La personne qui a conçu cette vidéo en se disant on va convaincre que les gens que ça peut vraiment changer leur quotidien et que c'est vraiment une plus-value pour eux de faire la mise à jour. Je m'interroge. Ça va changer ton quotidien parce que je veux dire, Tonia, elle parle avec tellement d'humanité, elle rit, elle rigole à tes blagues, elle soupire. C'est incroyable. Moi, je donne pas 6 mois avant que des gens tombent amoureux de Copilot et le demandent en mariage, hein, donc ça va changer leur quotidien, mais bon. Oh punaise, mais bon, c'est révélateur hein, quand il y a une vidéo qui vous montre un cas d'usage phare qui ne vous convainc que peu. C'est peut-être qu'il n'y a pas encore de cas d'usage qui serait susceptible de vraiment vous convaincre. Si vous en avez en tête et que vous voulez nous contredire, n'hésitez pas aussi à réagir, c'est important parce qu'on n'a peut-être pas conscience de tout ce qu'on peut faire avec. En attendant, on a conscience de ce qu'on ne fera pas probablement à l'avenir avec la gamme de HoloLens, ces casques de réalité mixte de Microsoft. Ça sent le sapin, Guillaume. Oh bah oui, c'est pire que ça. Très rapidement, hein, HoloLens, c'est fini pour Microsoft, en tout cas pour les versions entreprise. Par contre, les IVAS, ça va continuer. Alors les IVAS, c'est IVS, c'est Integrated Visual Augmentation System. Bah, c'est gros, c'est les HoloLens pour militaires, hein, avec plein de modifications pour pas ressembler à un arbre de Noël sur le champ de bataille, hein, c'est quand même mieux. Et comme l'armée pourrait dépenser presque 22 milliards dans des contrats pour des IVAS pour ses troupes, bah, c'est pas terminé du tout, ça, y a aucun problème. Donc peut-être que finalement, les lunettes de réalité augmentée de Microsoft se sont trouvées un marché. Parce qu'elles ont quand même échoué pour le grand public, après elles ont échoué pour les entreprises, donc peut-être qu'elles vont connaître leur première victoire à l'armée, écoute. Je sais pas si on doit s'en réjouir, en fait. Une nouvelle interface, Guillaume, pour ChatGPT. Oui, puisqu'on parle de Microsoft, on peut pas éviter de parler de son petit filleul, OpenAI, qui a une grosse actu lui aussi, hein, décidément. Alors c'est très pratique, si vous utilisez ChatGPT, vous allez sans doute apprécier la nouvelle interface Canvas, qui s'inspire ouvertement de celle de Claude, hein, avec ses artefacts. Admettons que vous demandiez à GPT de vous pondre un programme, hein, et que vous voulez le modifier itérativement, tout ça, c'est quand même pas pratique, parce que vous allez avoir un dégueulis de texte, de listing et tout ça dans la fenêtre de chat. Alors ChatGPT, ce qu'il va faire 2 fenêtres, hein, il va avoir une grande fenêtre à droite qui va afficher le code, le listing du code, et puis la discussion sur une fenêtre un peu plus petite, façon chat, Telegram, je sais pas quoi, ce que vous voulez, sur le volet de gauche. Donc le code ne peut pas être exécuté directement, malheureusement, hein, pas encore. Claude le fait, mais ChatGPT donc pourra y venir éventuellement. Mais le truc, c'est que ça marche pas que pour le code. En fait, dès que ChatGPT est censé produire quelque chose, un email ou un essai, en tout cas, une production de texte particulière, cette production va être séparée de la discussion, dans un volet différent. Et donc, bien sûr, c'est mieux organisé, c'est beaucoup plus clair. Et puis, on a des raccourcis aussi, comme rendre le texte plus long, plus court, ajuster le niveau de langue et tout ça. Puis ça, c'est des raccourcis juste à la souris, quoi. Il suffit de demander, et puis c'est régénéré à la demande. On peut même d'ailleurs mettre en forme le texte avec mettre des titres du truc en gros, etc., en gras, etc. Donc c'est une tendance apparemment qui est marquée, hein, qui rend plus sophistiquées et plus pratiques les interfaces des chatbots, qui commencent à se présenter plus comme des outils de production que comme juste des fenêtres de chat, quoi. Mmh. J'ai regardé, pour le coup, j'ai encore du mal, moi, à comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ça. Je pense que je suis passé à côté d'une partie de l'innovation apportée par Canvas d'OpenAI. Si vous en avez plus clairement compris l'intérêt, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je continuerai à regarder. On continue avec DevDay, Guillaume.
C'est aussi les Dev Days d'OpenAI, la conférence qui concerne tous ceux qui utilisent les API de la marque pour intégrer les fonctions de GPT à leurs propres apps. Et pour les nouveautés, on avait d'une part la possibilité de fine-tuner son propre modèle de vision, de prendre GPT-4o et de lui montrer plein d'images qui sont spécifiques à tes besoins pour le rendre meilleur dans ton domaine d'application à toi. Donc je sais pas, vous êtes ornithologue, voilà, et tu trouves que GPT-4, il confond encore trop souvent les pouillots vélos et les pouillots siffleurs. Et ça, c'est inadmissible. Donc tu lui montres 250 images de chaque pouillot vélo et siffleur que tu as pris toi-même au téléobjectif lors de tes dernières vacances en Ardèche, et ça devrait aller mieux. Et donc, deuxième grosse nouveauté, la disponibilité de la voix et de la discussion à l'audio en temps réel via l'API. Donc, cette voix, cette fameuse voix de ChatGPT 4o, elle va pouvoir devenir disponible dans n'importe quelle application via cette API. Donc, il faut s'attendre à pouvoir discuter avec tout et n'importe quoi dans un avenir très proche, parce que tout le monde va utiliser ce genre de truc. C'est tellement énorme qu'à mon avis, tout le monde va essayer. Et puis, nouvelle levée de fonds à succès pour OpenAI qui croît, du coup, et ça commence à devenir costaud en termes de montant. Bon, on l'avait évoqué plusieurs fois conjointement à sa mutation en grosse boîte tech lambda. OpenAI a fait une nouvelle levée de fonds dont, du coup, on connaît la valeur exacte désormais, c'est 6,6 milliards de dollars. Donc 6,6 milliards de dollars de plus, ce qui porte la valeur estimée de la compagnie à 157 milliards. C'est-à-dire à date, et je suis sidéré de le dire, 1,5 fois plus qu'Intel. Intel qui est pas dans sa meilleure forme, mais enfin quand même, c'est assez dingue. Qui a participé à ce délire? Alors pas Apple, qui avait été sur les rangs pendant un temps, mais qui s'est décidé finalement à pas garder, il va garder ses sous, parce qu'il n'y en a pas tant que ça, le pauvre. On retrouve les fidèles du coup, Microsoft, encore 1 milliard, voilà. Et après il y a Thrive Capital, 1,25 milliard, SoftBank qui a investi 500 millions, Nvidia qui a investi 100 millions, puis après il y en a d'autres, il y a MGX qui est une grosse boîte émirati, etc. Voilà, donc pour le moment, c'est pas gagné qu'OpenAI sur le nouveau Tesla. Il a 250 millions d'utilisateurs, dont 11 millions de payants. Sa rentabilité n'est pas encore assurée. Alors évidemment, si tu écoutes Altman, étant donné que d'ici 3 ans, ce sera une super intelligence qui rendra tous les humains obsolètes, oui, évidemment, les parts d'OpenAI, c'est pas un bon plan. Je veux dire, c'est le dernier bon plan de l'humanité, quoi, tu vois, avant la singularité, man. Vas-y, donne tes sous. Avanceur le chéquier. On termine quand même pour une note pour le moins sarcastique, Guillaume, pour rappeler à quel point les modèles de langage, en fait, plus ils évoluent, plus ils sont susceptibles de nous raconter de la merde, c'est ça Oui et non, c'est... Alors, 157 milliards, ça fait cher pour un monteur pathologique, c'est vrai, parce que, aussi sophistiqués qu'ils soient, les chatbots continuent d'halluciner régulièrement et de faire comme si de rien n'était. Ils font comme s'ils savaient, ils te racontent un truc faux, mais avec la plus grande assertivité. Les modèles modernes, ils sont même pires, dans un certain sens, que les vieux. Tout simplement parce que, même si les vieux modèles connaissaient moins de choses, étaient moins fiables, ils étaient aussi beaucoup plus enclins à ne pas répondre, à dire qu'ils savent pas, à répondre à côté, etc. GPT 3.5, par exemple, a souvent recours à l'évitement, il est évasif, voilà, il dit qu'il sait pas. Mais le problème, c'est que c'est pas un comportement qui est désirable pour OpenAI, ça. Les utilisateurs, pour qu'ils soient satisfaits, il faut qu'on leur réponde. Et puis bon, voilà, ChatGPT s'est présenté comme un professeur, c'est tout, quoi. D'ailleurs, les chatbots, évidemment, en plus de leur entraînement initial, donc ils lisent tout le texte d'Internet, ils ont aussi une phase de dressage, où on les récompense quand ils donnent une réponse que les humains trouvent bien. Or, dire « je sais pas où noyer le poisson », ça lui rapporte pas de sucre au modèle. Alors pour avoir son sucre, il y a 30 bobot, il va trouver lui-même ce qui plaît aux examinateurs. Et ce qui plaît aux examinateurs, c'est c'est quand ils baratinent, quoi. C'est des réponses bien structurées, avec des mots sophistiqués. Le truc, c'est que c'est peut-être faux, mais bien enrobé, ça passe. Les examinateurs, souvent, n'ayant même pas conscience que c'est faux. Parce que c'est formellement une réponse désirable. Comme on les conditionne de plus en plus à se comporter comme ça, c'est ce qu'ils font, quoi. Mais bon, en vrai, ils savent pas tout. Et donc, comme ils sont jamais évasifs et qu'ils répondent toujours systématiquement, mais qu'ils se plantent encore régulièrement, l'un dans l'autre, ils sont... Non seulement ils se plantent toujours, mais ils sont... c'est comme s'ils montaient plus souvent que les vieux modèles qui savent moins de trucs, mais qui répondent des moins souvent. Tu vois, c'est un petit peu plus subtil. Et donc, c'est ce qu'ont constaté les chercheurs canadiens en analysant les réponses donc, de plein de chatbots open source et commerciaux. Les questions portaient sur 4 catégories différentes, étaient classées par difficulté. Donc, il y avait la science, de la géographie, des maths, etc. Et donc, sans surprise, les chatbots peinent d'autant plus à donner une réponse juste que la question est difficile, mais répondent toujours quand même. Les modèles les moins récents, ils esquivent beaucoup plus souvent les questions. Et du coup, t'as des réponses qui sont plus souvent factuellement mauvaises et présentées comme vraies. D'ailleurs, cette faille des humains, à croire ce que dit un chatbot convaincant, a aussi été testée dans l'étude. C'est-à-dire qu'ils ont pris 300 humains, 300 humains ont participé, ils ont évalué les réponses des chatbots.
Et en moyenne, ChatGPT, le moderne, a réussi à baratiner 19% des gens et jusqu'à 32% en géographie. Donc en gros, les chatbots sont des baratineurs. Ils ont toujours un avis sur tout. Et en ça, ils nous imitent vraiment très très bien. Et d'ailleurs, le plus grand mérite de cette étude, c'est de m'avoir appris un mot. Un mot qui est ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui donnent leur avis sur tout, sans avoir connaissance sur le sujet dont ils parlent. Donc je suis certain que vous connaissez ou que vous avez déjà croisé des ultra-crépidariens. En tout cas, les ultra-crépidariens, il y en a plein sur YouTube aussi. C'est les gens qui donnent leur avis sur tout, mais qui savent rien du tout sur le sujet. Et bien maintenant, on peut faire la même chose avec des synthétiques. L'ultra-crépidarianisme, un mot à reglisser pendant la pause déjeuner ou en famille, et en tout cas à vérifier avant comment on le prononce pour pas avoir l'air trop débile. Merci beaucoup Guillaume de nous éclairer. On continue après avoir été éclairés, après nous être éclairés mutuellement tous ensemble dans le podcast, à se faire plaisir à parler un petit peu de jeux vidéo. En tout cas, pour le coup, on va pas parler directement de jeux vidéo, mais de ce qui tourne autour des jeux vidéo, à commencer par la distribution avec Epic, qui aimerait bien évidemment tirer son épingle du jeu des moteurs de distribution. Oui, de tous les moteurs possibles en fait. Il y a pas mal de news Epic Games cette semaine, avec en particulier, d'ailleurs aussi c'est vrai, une injonction d'un juge américain qui va forcer Google à ouvrir le Play Store à d'autres magasins d'applications. Ouais. Une injonction qui fait suite au procès Google contre Epic. Google ne pourra donc pas non plus forcer à utiliser sa plateforme de paiement, ni interdire de faire la promotion d'autres moyens de paiement ailleurs, moins chers éventuellement sur Internet. Alors Google va faire appel évidemment, et sinon Epic, comme tu le disais, va continuer l'expérience pas si concluante que ça, d'offrir des jeux sur l'Epic Game Store et même sur mobile, parce qu'il y a déjà un Epic Game Store qui est disponible sur iOS et Android, qui compte en tout et pour tout 3 jeux, et surtout Fortnite. Les 2 autres, c'est Fall Guy et Rocket League. C'est vrai. Il y a Rocket League, Sideswipe, et voilà, donc il y a Fortnite surtout. Mais ça va s'étoffer, entre 10 et 50 nouveaux jeux tiers arrivent ce trimestre, et parmi eux, il va donc y avoir des jeux gratuits, comme sur PC. Donc Epic veut rendre son store le plus attractif possible, et puis surtout faciliter son accès, accès à ses outils, tout ça. Et sur PC, on a aussi une opération de séduction avec la possibilité de bénéficier d'un royalty réduit de 3,5% contre 5%, sinon, pour l'utilisation d'Unreal Engine, donc si vous sortez le truc Day One sur l'Epic Game Store. C'est valable sur toutes les plateformes, y compris les consoles, donc en fait c'est sur PC, mais c'est aussi sur Android, tout ça. Donc c'est vraiment une tentative de séduire les développeurs pour les attirer sur son magasin. Et en parlant de développeurs donc, qui utilisent les technologies Epic, ils viennent de faire une grosse prise, puisqu'on vient d'apprendre que le prochain Halo, ni plus ni moins, sera fait avec Unreal Engine 5. D'ailleurs, dans la foulée, 343 Industries va se rebaptiser Halo Studio, et laisse donc tomber son moteur Sleep Space, qui leur a pourtant donné beaucoup de mal. Il faut dire que Sleep Space, c'est un truc qui a été développé pour Halo Infinite, donc un moteur a priori relativement moderne, mais qui contient des morceaux de code de Blam. Blam qui est le moteur d'origine des Halo, qui date de la fin des années 90. Parce qu'en fait, ils voulaient avoir un feeling un petit peu comme à la grande époque, et ils ont carrément récupéré des morceaux de leur ancien moteur. Alors, attention, Blam c'est leur ancien moteur, mais ça a été utilisé jusqu'à Halo Reach. Donc voilà, pour les connaisseurs, c'est Xbox 360. Et il a été évidemment lourdement modifié sur le chemin, parce que ça a commencé à fin 90 et jusqu'à dans les années 2000-2010. Et d'ailleurs, ils ont même changé de nom un temps pour devenir le Midnight Engine. Ça a été renouvelé pour Halo 5 et la Xbox One encore, mais finalement, il y avait toujours une continuité vraiment dans les moteurs. Et donc, Halo Infinite avait d'autres besoins, et donc ils se sont braqués à Sleep Space, qui a demandé énormément de travail. Bon, il est beaucoup plus moderne, mais apparemment, il contient encore des bouts de code ancestraux, et puis bon, ça n'a pas facilité la tâche de tout le monde. Mais bon, ce qui est fou, c'est que tout ça, au final, pour finir, c'est un moteur qui est bien, mais qui n'est pas à la hauteur d'Unreal Engine 5, qui est bardé de nanite et de lumen et de ray tracing, et donc, en gros, ils se sont dit, est-ce que ça vaut le coup ? Après un long prototypage, le studio, donc désormais éponyme de Halo, a pondu une démo technique qui montre un petit peu ce que pourrait être un futur Halo sur Unreal Engine. Alors, c'est pas du tout un jeu, mais c'est quand même très très sexy, c'est vraiment magnifique. Niveau détail incroyable, des feuillages partout, on a des performances qui sont meilleures d'ailleurs sur Unreal Engine, sur tout ce qui est les plantes et tout ça, les arbres. Donc il y a beaucoup de relief, beaucoup de végétation, les phases de flood, donc en gros les phases zombies pour ceux qui n'ont pas joué. Donc c'est le look organique et presque trop réaliste, c'est presque dégueulasse. Ouais. C'est carrément dégueulasse, c'est carrément écœurant, c'est très très bien fait, vraiment c'est très très bien. Mais bon, tout ça c'est pas un jeu, donc on n'a aucune idée de comment ça bouge, de la physique et tout ça.
du gameplay forcément. Mais bon, c'est joli. Donc Halo Studio veut se concentrer sur le contenu et pas sur la technique, et on comprend ça aisément. Hein. Donc c'est aussi encore la disparition d'un moteur de jeu maison, et donc il y a une concentration qui s'accroît toujours plus dans le monde, parce que tout le monde utilise Unreal Engine en gros. Hein. On a quand même Ubisoft, Square Enix, Konami, Tencent, CD Projekt, Gameloft, et plein d'autres qui utilisent Unreal Engine. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Qu'est-ce qu'on a comme... peut-être tu vas m'en citer beaucoup, je ne me rends pas compte. Quels sont les jeux qui utilisent la version 5 de l'Unreal Engine? On parlait de Black Myth Wukong qui, sauf erreur, utilise cette version-là. Est-ce que tu as en tête des jeux dernièrement qui seraient sortis avec cette version-là? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça encore qui sont sortis. Alors, je crois que probablement Pandora, sont en développement. Je crois que Frontiers of Pandora, il l'utilise. Il y a le jeu Robocop aussi qui l'utilise. Ok. D'accord. Ouais, non, il y en a. Bon, voilà, il y en a d'autres qui me viennent pas forcément. Et puis ça va venir. Mais... Ouais, il y a machin, il y a le remake de Silent Hill. Ok. Aussi, qui utilise. Okay. Impressionnant en tout cas les résultats qu'on arrive à obtenir. Je regardais encore des images de Black Myth Wukong là dont on parlait. C'est très impressionnant effectivement. On continue en parlant un petit peu de Nintendo. Ils sont toujours chafouins. Ils n'aiment pas qu'on marche sur leur plate-bande, Guillaume. Oui, Nintendo, il est toujours en pétard contre l'émulation, donc il est allé jusqu'à attaquer une chaîne YouTube sur le sujet, qui s'appelle Retro Game Corps, qui teste principalement des consoles chinoises d'émulation d'ailleurs, et qui a eu le malheur d'en poster une sur l'émulation sur Wii U. Donc la vidéo est partie, quand Nintendo s'avance comme ça lentement en te regardant bien dans les yeux, tu sais qu'il faut plier le genou et embrasser la grosse bague en diamant, parce que sinon tu vas finir sur le feu juridico-nucléaire du japonais. C'est sans doute ce qui est arrivé aussi à GDK-chan, qui est principal contributeur de l'émulateur Ryujinx, qui était un émulateur Switch, qui était finalement le seul resté debout après le bombardement sur Yuzu. Hein. Et GDK-chan, il a reçu apparemment des messages de Nintendo, et puis soudainement, pouf, évaporé. Voilà, plus rien, plus de GitHub. Le site web est passé en mode zombie, plus de téléchargement, rien du tout. Évaporé aussi GDK-chan d'ailleurs, qui a toujours été très secret de toute façon. Donc Ryujinx est officiellement mort. Normalement, des forks devraient pousser ici et là. Bon, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Mais là, comme Nintendo est en mode dissuasion nucléaire en ce moment, ça doit refroidir pas mal de bonne volonté. Hein. J'ai l'impression que le responsable des affaires juridiques chez Nintendo a eu un cadeau, ou je sais pas, où il a été abondé, je sais pas, j'en sais rien. Mais il est très motivé. D'ailleurs, le musée Nintendo, Guillaume, faut qu'on en touche un mot. Qu'est-ce qui est plus cher qu'est-ce qui est plus cher à ton avis que d'aller au musée Nintendo, qui est quand même à Kyoto? Qu'est-ce qui est plus cher que ça? Je sais pas, aller à 2 fois au musée Nintendo. Non, acheter des produits dérivés du musée Nintendo sur eBay. Ah, ici. Bah oui, bien sûr. Oui, puisque un set de peluche manette, oui, il faut des manettes en peluche, c'est irrésistible évidemment. Un set complet de toutes les manettes en peluche possibles, ça va vous coûter $1 400. Rien que la Wiimote géante en mode nounours, ça vous coûtera $474. Donc c'est pas sérieux les gars, c'est moins cher d'aller les chercher au Japon. Je veux dire, si tu peux en acheter 30 exemplaires, en plus tu les revends toi-même sur eBay, je te dis pas. Oui, non, ça partira en cacahuète. C'est pour ça que Nintendo a décidé de limiter la vente de son merchandising à un produit par personne. Alors de toute façon, si vous comptiez y aller, les tickets partent comme des petits hannepan tièdes. Donc tout est vendu jusqu'en 2025. On termine cet épisode avec un nouveau fait marquant dans l'histoire de Tetris, Guillaume. Exactement. Alors c'est encore Tetris, effectivement. Il y a un mec qui s'appelle... Enfin, il y a un mec. C'est un gamin. C'est vraiment un gamin qui a 13 ans. 13 ans. Il a 13 ans, son pseudo, c'est Dog Playing Tetris. C'est un champion, c'est un super champion, il a gagné plusieurs fois le championnat Tetris, 2 fois je crois, puis il fait des streams, et donc il est détenteur de plusieurs records. Et il a fait un truc qui est presque plus impressionnant encore que Blue Scotty donc qui est arrivé à planter le jeu quelque part, qui est arrivé vraiment au... Bon, alors lui il a planté le jeu pourquoi? Donc il faut se souvenir de ce qu'on avait devant. Je vais pas tout refaire parce que voilà, c'est un petit peu long, mais le Tetris dont on parle, c'est le Tetris de la Nintendo 8 bits. Donc c'est un vieux programme 8 bits, et c'est un vieux programme qui est pas du tout prévu pour qu'on y joue comme des sauvages comme on fait maintenant. En fait, au-dessus du niveau 19, globalement, normalement, tu perds à Tetris, quoi. Sauf que les joueurs professionnels ont développé des nouvelles manières de jouer, parfois des nouvelles manières de jouer très très étonnantes avec les manettes, pour aller très 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 vite, et donc ils sont allés beaucoup plus loin que ce que le logiciel était prévu. Et du coup, on va beaucoup plus loin que ce que les programmeurs avaient prévu, et donc ça commence à faire bugger le jeu. Donc t'as des bugs de couleurs, ça commence presque d'où? T'as des couleurs bizarres qui arrivent, après t'as des couleurs qui sont tellement bizarres que tu vois plus rien, donc c'est déjà extrêmement compliqué de jouer. Et puis après, à un certain moment,
quand le score devient trop grand, en fait, t'as une certaine probabilité que le jeu plante. Et le truc, c'est que, à un moment, c'est tellement probable que c'est quasiment inévitable que le jeu plante. Bluescuti avait fait planter le jeu, mais on sait aussi que si tu arrives à passer ce truc-là, tu peux faire boucler Tetris. C'est-à-dire que tu peux revenir au niveau 0. Personne n'a jamais réussi. Sauf Dog Playing Tetris, qui a réussi à boucler le jeu. Mais attention, il l'a fait sur une version de Tetris, qui est aussi une version toujours du Tetris original 8 bits, mais patchée pour ne plus bugger là où elle buguait. T'as toujours les problèmes de couleur, ça change pas. Par contre, le plantage au milieu, qui vient après ces niveaux-là, il est plus là. Ce qui fait qu'il a réussi à jouer comme un malade pendant... Non, mais il a joué... C'est dingue. Non, il a 16 ans, donc Tetris, il n'a pas 13 ans. Hein. Donc il a 16 ans, mais bon, c'est quand même extraordinaire. Il a réussi à jouer comme un malade jusqu'au niveau 255, et donc il est repassé au niveau 0. Et il a fait ça en 80 minutes. 80 minutes très très intenses. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la concentration et des réflexes qu'il faut maintenir pendant 80 minutes pour faire 3300 vite, ça me stresse. 3300 lignes de Tetris. Parce qu'en plus, il a pendant 80 minutes, il a joué. Alors, ça n'a pas pris 80 minutes de faire boucler le jeu, mais ça a pris quand même presque la majorité du temps. Il est revenu au niveau 0. Après, il a bu un coup. Puis il a recommencé à jouer et il est retourné à des niveaux. Alors il n'a pas fait de boucler 2 fois, mais il est revenu à un niveau de champion, quoi, globalement. Et il s'est arrêté à 3300 lignes, ce qui est, je crois, 29 millions de points. Ce qui représente 80 minutes d'endurance de jouer à Tetris à des niveaux qui sont complètement inhumains, quoi. Donc ce qu'il a fait est juste inhumain. Je ne sais pas comment est-ce que c'est même humainement possible. Bon, le truc, c'est que il est probablement impossible de faire ça sur une vraie console avec le vrai jeu, donc il faut un jeu patché, mais ça n'en reste pas moins une performance exceptionnelle. Allez, message à tous les jeunes adolescents qui rêvent de gagner des tournois de Fortnite ou d'autres jeux autour du e-sport. Vous voyez, il y en a qui ont la gloire d'arriver à gagner des succès et en plus, ils n'ont aucune rémunération autre que d'être cités sur des sites comme Ars Technica ou dans des podcasts comme dans Tech Café, par exemple. Et je ne doute pas une seconde que les vidéos de leurs exploits feront office de légende. Mais quand même, c'est beau. C'est vraiment pour la beauté du sport, hein, quand même, à ce stade. Merci Guillaume pour cette revue complète de l'actualité des nouvelles technologies pour cet épisode hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et surtout que ces infos vous permettent de vous tenir au courant et à jour de l'actualité des nouvelles technologies tout en passant un bon moment. Si jamais vous profitez du podcast semaine après semaine, je ne peux que vous inviter à faire comme les personnes qui sont restées durant tout l'épisode. Hein. Ils nous ont regardés pendant qu'on parlait, Guillaume. Les personnes qui sont restées sur le tapis rouge quand je les ai citées au début, on peut maintenant les saluer et les libérer. Mais venez prendre leur place dans le prochain épisode de Tech Café. On vous citera patreon.com/techcafé. N'oubliez pas aussi de laisser des avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict. Ça aide à la notoriété du podcast. Et puis, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord. En attendant de se retrouver pour l'épisode supplément de cette fin de semaine, vous pouvez aussi nous retrouver à titre individuel. Guillaume, où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver ? Je commence à avoir une idée, mais je préfère te poser la question quand même. Oui, mais je vais pas parler d'Elden Ring tous les épisodes non plus. D'autant plus. Non. Non. Moi, je vais essayer de discuter avec Gemini Live. C'est parce que ça m'énerve quand même, ça. Donc, je vais essayer. Très bien. Tourner. Qu'est-ce qui se passe ? Il faut que tu essayes de débloquer ça et que tu nous fasses part de tes satisfactions quant au fait d'avoir un chatbot de haute intelligence avec qui converser. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et puis dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.